Dans la vidéo précédente, on a vu les grandes lignes de la photosynthèse avec une phase directement dépendante de la lumière et une phase non directement dépendante de la lumière. Cette vidéo va s'intéresser un peu plus dans le détail à ce qui se passe pendant la phase dite claire et comment on obtient, comme produit de cette réaction, de l'ATP, du NADPH et du dioxygène. Donc pour commencer, cette réaction s'effectue. On va simplifier en prenant l'organisme modèle d'une plante, alors que cette réaction de photosynthèse existe aussi chez les cyanobactéries et les algues, mais on va simplifier en parlant uniquement des plantes pour l'instant. Donc si on imagine des cellules de plantes, je représente carré puisque le tissu des plantes est un peu différent de notre tissu, donc ce serait un peu faux de représenter les cellules de manière ronde. Donc voici les cellules de plantes, et chaque cellule porte une dizaine de chloroplastes. Donc je vais représenter ici des petits chloroplastes en vert, et on va zoomer sur ces chloroplastes pour voir comment se passe la photosynthèse. Donc je zoome sur un chloroplaste ici, donc voici un chloroplaste. Il a une membrane, donc voici le chloroplaste et sa membrane. Et à l'intérieur de ce chloroplaste, donc il y a du fluide, et on appelle ça le stroma. Voici le stroma. Et dans ce stroma, on observe des petits empilements de replis membranaires. Donc je vais en représenter quelques-uns, je vais essayer de m'appliquer. Donc des petits empilements comme ça, il y en a qui sont plus longs. Et chacun de ces petits éléments, donc c'est également fermé par une membrane. Donc chaque petit élément ici s'appelle un thylakoïde. Voici un thylakoïde. Et un empilement de thylakoïdes, on appelle ça un granum. Un granum. Donc si maintenant on zoome sur un thylakoïde, pour s'intéresser plus particulièrement à ce qui se passe au niveau de sa membrane, voici le zoom au niveau de la membrane du thylakoïde. Cette membrane est une bicouche lipidique, comme on a vu dans d'autres cellules, et pour les organites, puisque le chloroplaste est un organite de la cellule végétale, comme la mitochondrie est l'organite dans une cellule humaine. Donc on a cette bicouche lipidique que je pourrais représenter ici, mais je ne vais pas non plus rentrer trop dans le détail, mais juste pour rappel, ici c'est la bicouche lipidique. Et si on admet que de ce côté-là, on est à l'extérieur du thylakoïde, on retrouve le stroma. Et à l'intérieur, on appelle ça la lumenne. La lumenne, c'est à l'intérieur du thylakoïde. Ancré dans cette membrane, on retrouve des protéines, des complexes protéiques, avec par exemple ici le photosystème 2, que je vais noter PS2. Photosystème 2, je vous montrerai en détail la structure plus tard, et c'est au niveau de ce photosystème 2 que les photons vont venir exciter. Donc on a ici la représentation d'un photon. Le photon, c'est une particule lumineuse qu'on associe à une onde. Et donc le photon vient exciter ici une molécule de chlorophylle dont l'électron va arriver à un haut niveau d'énergie et va être détaché et va être ensuite transmis de protéine en protéine. Comme on l'avait vu, c'est la même idée que la chaîne de transport des électrons lors de la respiration cellulaire. Cet électron excité va passer à un haut niveau d'énergie. C'est en étant transmis à d'autres protéines intermédiaires. Donc on a ici, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ici c'est le cytochrome B6F. On a un autre complexe protéique qui s'appelle le photosystème 1. Et lorsque donc les électrons à haute énergie vont être transmis d'intermédiaire en intermédiaire, ça va avoir le même effet qu'au niveau du transport d'électrons à la membrane de la mitochondrie. Ici, c'est la membrane du thylakoïde, a le même effet que les cristallés dans la mitochondrie. On va pomper des protons vers la lumenne du thylakoïde. Chaque échange d'électrons, chaque changement de degré d'énergie d'un électron va permettre de pomper des protons vers la lumenne et créer ainsi le gradient de protons. Et ce gradient de protons va pouvoir être utilisé par l'ATP synthase. Donc on a un gradient de protons qui est créé comme ça, qui est donc plus important dans la lumenne par rapport à
à la concentration dans le stroma. Donc ces protons vont avoir envie de retourner vers le stroma, et bien cela va actionner l'ATP synthase, comme on avait pu le voir lors de la respiration cellulaire. Et bien cette ATP synthase, ici, je vais la redessiner comme ça, on avait vu que donc le passage de protons à travers l'ATP synthase pour passer de l'autre côté de la membrane, eh bien actionnait cette ATP synthase, permettait une rotation qui était la force qui permettait la synthèse d'ATP à partir de ADP et de phosphate. On utilise ici la force de ce gradient de protons pour pouvoir fabriquer de l'ATP. Donc c'est vraiment la même idée que ce qu'on avait lors de la chaîne respiratoire. Cette fois-ci, ça fonctionne grâce à la lumière. Et donc on appelle ça la photophosphorylation. La photophosphorylation. Et photophosphorylation, pourquoi? Eh bien, parce que photo, c'est la lumière, et c'est bien en apportant de la lumière qu'on crée ce gradient de protons qui va ensuite être utilisé par l'ATP synthase pour phosphoryler l'ADP et fabriquer l'ATP. Alors lors de cette phase claire, on a vu qu'on avait aussi production de NADPH. Donc d'où vient cette NADPH? Eh bien, lors de ce transfert d'électrons de protéine en protéine, et lors de ce qu'on appelle la photophosphorylation non cyclique, donc je rentrerai dans les détails dans une autre vidéo, mais des photons peuvent également exciter aussi le photosystème 1. La molécule qui va être l'accepteur final en bout de chaîne, ça va être justement ce fameux NADP+. Donc on aura ici un NADP+, qui va accepter le proton. C'est un petit peu chargé ici, mais pour donner du NADPH. C'est ici que cet agent réducteur est formé. On a également, lors de cette phase claire, production de dioxygène. Utilisation de l'eau pour en dégager le dioxygène. Et bien cette réaction, c'est de l'oxydation de l'eau. Alors l'oxydation de l'eau, pourquoi? Parce que ici, eh bien, quand un photon arrive et excite l'électron au niveau de la molécule de chlorophylle, cet électron qui part, qui voyage d'une molécule à l'autre, il faut bien le remplacer. Parce que le photosystème 2, il a besoin de continuer à fonctionner. Donc il ne peut pas comme ça se séparer d'électrons. Il a besoin de pouvoir le remplacer, cet électron. Eh bien, il va remplacer son électron en arrachant ceux présents sur la molécule d'eau qu'il y a dans l'environnement. Et donc c'est ici que la molécule d'eau va être oxydée, va se faire arracher ces protons en l'occurrence, donc ces électrons mais sous forme de ces liaisons avec l'hydrogène, et qui va en ressortir du dioxygène. Ça, c'est quelque chose de vraiment atypique chimiquement. L'oxydation de l'eau. Si on y pense un petit peu, dans tout ce qu'on a vu auparavant, l'atome qui allait tirer le plus à lui les électrons, les liaisons fortes, c'était avec l'oxygène. Les électrons, en général, quand ils sont liés avec l'oxygène, ils sont bien fortement liés et ils n'ont pas du tout tendance à se détacher. Donc c'est vraiment une réaction chimiquement qui n'est pas du tout automatique. C'est le seul endroit qu'on connaît où on peut observer quelque chose d'assez fort pour pouvoir oxyder l'eau, pour pouvoir arracher les électrons à l'atome d'oxygène, c'est au niveau de ce photorécepteur 2. Pardon, photosystème 2. Là, je vais te montrer la structure de ce photosystème 2. Donc, système parce que voilà, c'est un complexe protéique, donc c'est plusieurs protéines imbriquées les unes avec les autres pour former une unité plus grosse de fonctionnement avec une fonction plus complexe. On retrouve ici les pigments, donc la chlorophylle A qui peut être excitée, mais pas seulement, il y a d'autres pigments comme le carotène ou d'autres espèces de chlorophylle qui peuvent également être excités par un photon. Et c'est également dans ce photosystème 2 qu'on trouve donc ce site d'oxydation de l'eau. Donc il y a vraiment une fonction enzymatique qui est dédiée, puisque ce n'est pas du tout quelque chose d'automatique. On a ce site ici où l'atome d'oxygène va se voir arracher ses liaisons avec ses atomes d'hydrogène. Donc voilà. En résumé, ce qui se passe pendant cette phase claire est très similaire à ce qu'on avait vu pendant la chaîne de respiration. L'énergie de départ ici sont les photons, ce sont les particules de lumière qui vont exciter la chlorophylle au niveau du photosystème 2. La chlorophylle ou d'autres pigments au niveau du photosystème 2 vont voir leurs électrons excités à un plus haut niveau d'énergie et vont
être transmis pour pouvoir redescendre en niveau d'énergie. Et chaque fois que ces électrons redescendent en niveau d'énergie, eh bien, on a pompage de protons à l'intérieur du thylakoïde pour créer un gradient qui, lui, va permettre d'activer cette ATP synthase et va pouvoir permettre la phosphorylation, la production ici d'ATP. Et lors du fonctionnement de cette chaîne ici, eh bien, on va avoir besoin d'un accepteur final de protons, et ce rôle est joué par le NADP+, qui du coup devient NADPH. Et pour pouvoir rendre possible cette excitation et ce transfert d'électrons, eh bien, une source d'électrons sera cette oxydation de l'eau et la production de dioxygène. Donc voilà, c'est toujours cette même idée, clé d'oxydoréduction, de changement d'état d'énergie des électrons, d'échange de molécules d'hydrogène, de liaison avec des molécules d'hydrogène, pour créer un gradient de protons qui est ensuite utilisé par l'ATP synthase. Donc là, j'insiste vraiment sur la compréhension des mécanismes, vraiment dans leur globalité. Et on va pouvoir rentrer plus dans le détail sur qu'est-ce que ça veut dire justement cette excitation des pigments, de la chlorophylle, qu'est-ce que ça veut dire ce transport d'électrons.